Vendredi 19 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique, il rencontre le président nigérian. Les deux hommes s'entretiennent sur plusieurs points. On en parle dans un instant. « 7000 migrants toujours coincés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Nous ferons le point sur la situation dans ce journal. Aux États-Unis, 50 ans après, 2 des 3 condamnés pour le meurtre de Malcolm X ont été entendus innocentés par un tribunal à New York. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la thématique d'une formation organisée par l'association Femmes en communication en préparation à la célébration de la journée internationale du 25 novembre prochain. Et avant de développer ces titres, le Maroc ne siégera plus au sein du conseil exécutif de l'UNESCO. Samir Hadar n'a pas été réélu au sein de l'instance exécutive de l'organisation internationale. Les détails avec Emin Touter. Le Maroc ne siégera plus au sein du conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, au profit du Koweït qui a réussi à obtenir 153 suffrages, alors que le Maroc n'a pas atteint la barre des 100 voix. L'Émirat du Golfe siégera aux côtés de la Jordanie avec 126 votes et l'Égypte 130 votes jusqu'en 2025. L'ambassadeur du Maroc à l'UNESCO, qui s'est porté candidat, a échoué dans sa quête pour renouveler le mandat de Rabat dans cet organisme onusien. En conséquence, l'adhésion du Maroc vient à expiration ce mois de novembre 2021. Et à l'issue de cette nouvelle désignation, Audrey Azoulay, franco-marocaine, perd son allié au moment où elle entame son deuxième mandat comme directrice générale de l'UNESCO. Nous le disions en titre, il est en tournée en Afrique depuis mercredi. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le président nigérian au menu des discussions armement, vaccins Covid ou encore violences policières. Les détails avec Tininen Makassi. C'est le palais d'Aso Rock, résidence officielle du président nigérien Muhammadu Buhari, qui a abrité cette rencontre que les observateurs ont qualifiée de sereine. Les deux hommes se sont entretenus peu de temps après l'arrivée d'Anthony Blinken à Abuja, capitale du Nigeria. Ce face-à-face entre le président nigérian et le secrétaire d'État américain a donné lieu à des discussions épineuses, notamment sécuritaires, sanitaires, ainsi que la question des droits de l'homme au Nigeria. Selon un communiqué de la présidence nigériane, le secrétaire d'État américain a confirmé la livraison de 12 hélicoptères commandés par le Nigeria depuis des mois, promettant par ailleurs une assistance technique militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la région, ainsi qu'une aide humanitaire composée de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid. Précisons que cela fait partie de la priorité de l'administration Biden, en même titre que les changements climatiques et la promotion de la démocratie. Il a aussi profité de cette occasion pour exprimer son inquiétude par rapport à la situation des droits de l'homme au Nigeria. De son côté, le président Buhari a rassuré son hôte concernant les violences policières vivement critiquées aux USA depuis plus d'1 an, indiquant que ce dossier est en cours d'instruction et a été soumis à une enquête du gouvernement fédéral. Le président nigérian a expliqué au secrétaire d'État américain que l'éducation est une priorité au Nigeria, avant de louer le soutien des États-Unis accordé au Nigeria pour l'acquisition de moyens logistiques pour lutter contre le terrorisme et le Covid-19. Au Soudan, la protestation ne faiblit pas. 11 personnes sont mortes dans une forte répression plus tôt cette semaine, ce qui n'a pas arrêté les manifestants qui continuent de battre le pavé et tentent tant bien que mal de s'organiser malgré la coupure de tous les moyens de communication. Imen Merad. 2 jours après les plus sanglantes manifestations qu'a connues le pays depuis le 25 octobre, date du coup de force opéré par le général Abdel Fattah al-Burhan, la police soudanaise a tenté d'apaiser les tensions et s'expliquer au sujet de la mort de 15 manifestants. Elle assure n'avoir jamais ouvert le feu et ne recense qu'un seul mort parmi les manifestants, contre 89 policiers blessés. Une déclaration démentie fermement par les organisateurs. Des milliers de personnes sont sorties, rappelons-le, manifester mercredi 18 novembre à Khartoum pour dénoncer la léthargie dont souffre leur pays. Le syndicat de médecins pro-démocratie dénombre le décès de 15 manifestants,
touchés à la tête, au cou et au torse. Au moins 11 morts dans la seule banlieue nord de Khartoum, où des centaines de protestataires défilent encore, selon toujours le même syndicat. Les contestataires ont dû faire face à une violente répression, une imposante présence policière, militaire et des services de renseignement autour de certains grands axes principaux, avec un seul mot d'ordre, l'avortement de la manifestation à coups de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles. Le Soudan de 2021 vit sans Internet. L'ensemble des communications téléphoniques sur le territoire a été brouillé afin de déjouer l'organisation d'autres manifestations. La journée de mercredi a franchi un nouveau palier de violence qui ne décourage pas les contestataires à envahir de nouveau les rues de Khartoum pour révoquer la prise du pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis le début des contestations, 39 personnes ont été tuées, dont 3 adolescents et des centaines de blessés. Tunisie, précipitée par la société civile et les organisations syndicales, le président tunisien Kais Saïed réagit et annonce lors de son dernier discours que des efforts sont consentis pour une sortie du marasme politique dans lequel le pays est plongé. Il annonce de ce fait une série de mesures et de réformes, notamment dans le secteur de la justice. Leïla Gartal. Le président Kais Saïed pris en tenaille entre une population qui s'impatiente et une classe politique de plus en plus critique, sans compter les pressions des syndicats qui le pressent de sortir le pays du statu quo politique dans lequel il est plongé depuis juillet dernier. Bien sûr, à plusieurs occasions, le président n'a cessé de rappeler que du temps est nécessaire pour venir à bout de la corruption gangrénant la vie politique en Tunisie et que pour ce faire, un sérieux remaniement est nécessaire, notamment dans le secteur de la justice. Mais le temps ne semble pas jouer en sa faveur. Les derniers événements de Gafsa n'ont fait qu'ajouter à sa peine la goutte qui a fait déborder le verre d'une politique déjà en crise. Kais Saïed réagit et tente d'apaiser le mécontentement de sa population. Il annonce une série de mesures politiques, notamment celles liées au secteur de la justice et son assainissement. Nous œuvrons nuit et jour pour établir un calendrier d'introduction d'amendements au système politique en prenant en considération les revendications du peuple tunisien. La justice de l'État tunisien se doit d'être indépendante comme le stipule la Constitution. Les Tunisiens veulent assainir le pays et cela ne peut se faire que par une justice équitable et des magistrats au-dessus de tout soupçon. Le président tunisien promet également qu'un référendum électronique sur la modification de la charte sera mis en place, de même qu'un comité chargé de prendre en charge les revendications des Tunisiens. Le président tente de gagner du temps en rassurant la population qui a hâte de voir le bout du tunnel. Endeuillé par le double attentat au Burkina Faso qui, rappelons-le, a fait une 50aine de morts, les Burkinabés sont encore sous le choc d'un des attentats les plus meurtriers dans leur pays. Ils ont exprimé leur colère face à cette insécurité et ont réclamé la démission de l'exécutif pour son incapacité à mettre fin aux attaques terroristes. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a déploré des dysfonctionnements à un niveau important au sein de l'armée, évoquant notamment des problèmes de ravitaillement en nourriture. Direction l'Ouganda, 2 jours après le double attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait 4 morts à Kampala. La police ougandaise annonce avoir abattu 5 personnes. Plusieurs suspects auraient été arrêtés dans tout le pays. Mohamed Amina Berkane. 48 heures après le double attentat qui a frappé Kampala, la capitale ougandaise, la police a fait le point sur ses investigations. Elle annonce avoir abattu 5 membres présumés. 21 suspects auraient été arrêtés dans tout le pays. Les attaques ont été revendiquées par un groupe terroriste activant dans le pays, mais les soupçons de la police de Kampala se dirigent vers un groupe de rebelles ougandais accusés d'en être les auteurs. Tout laisse à penser que cette attaque est liée aux radicaux de l'ADF. Ils essaient de mener des attentats meurtriers contre des cibles vulnérables à l'aide d'attaques suicides et d'engins explosifs improvisés. À l'est comme à l'ouest, la police a ratissé large pour tenter de trouver des coupables à ce double attentat. Ainsi, 13 personnes, dont 6 femmes et des enfants, auraient été interpellées à Ntoroko, dans l'ouest du pays, où sont situées la plupart des cellules du groupe de rebelles musulmans ougandais qui, depuis 25 ans, opèrent de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, avant de prêter allégeance à l'État islamique.
Théâtre de plusieurs récentes attaques à la bombe, la capitale Kampala a été cette fois-ci touchée de plein fouet. Le double attentat a fait 4 morts et 37 blessés. La détonation près du quartier général de la police a détruit des vitres, tandis que celle du Parlement a mis le feu à des véhicules garés tout près. Rappelons que le mois dernier, à quelques kilomètres de la capitale ougandaise, le même scénario terrifiant s'est produit. Cette fois-ci, c'est l'explosion des bus qui a fait un mort et plusieurs blessés. Et on va continuer à parler de ce double attentat. L'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a condamné vigoureusement les attentats perpétrés mardi à Kampala. Un attentat causant plusieurs morts et une trentaine de blessés. Au Yémen, les combats pour s'emparer du dernier bastion loyaliste dans le nord du pays ont été violents ces derniers mois. Les victimes se comptent par milliers. Environ 14 700 Houthis ont été tués autour de la ville de Marib depuis qu'ils ont intensifié en juin la bataille pour s'emparer du nord du Yémen. Rappelons que la plupart des frappes aériennes sont menées par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite en appui au gouvernement depuis la mi-juin. Alors que 400 migrants irakiens ont été rapatriés par l'Irak, la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est toujours aussi tendue. 7000 migrants seraient toujours à la frontière entre les deux pays. Souhila Akilal. 3 mois après le départ des Américains, l'Afghanistan fait face à un désastre humanitaire sans précédent. Plus de 50% de la population locale est confrontée à une crise de la faim qui risque de s'intensifier au cours de l'hiver prochain, estime l'envoyé spécial de l'ONU, Deborah Lyons. La situation humanitaire est critique. Mais une chose est sûre, l'assistance n'est pas suffisante. La communauté internationale doit trouver en urgence des alternatives durables. Un constat alarmant appuyé par le bilan des organisations internationales qui craignent un cataclysme humain causé principalement par l'arrêt brutal des financements internationaux et une économie locale effondrée. S'ajoute à ce contexte un secteur de santé affaibli par les sanctions financières à l'encontre du régime des talibans qui est en quête d'une reconnaissance internationale, une levée des sanctions maintenue jusque-là par la communauté internationale qui reste sceptique à relancer les aides pour ce pays en proie à une instabilité sécuritaire depuis plus de 4 décennies. En Allemagne, plus de 60 000 cas Covid-19 ont été recensés durant les dernières 24 heures, un nombre effrayant puisque c'est la première fois que le pays l'atteint depuis le début de la pandémie. Les hôpitaux allemands sont bientôt saturés. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement annonce des restrictions à l'égard des non-vaccinés comme leur exclusion de certains lieux publics et ce, dans le but de combattre la flambée des infections. Ils ont été condamnés il y a de cela plus de 50 ans pour le meurtre en 1965 du militant Malcolm X. Un juge de la Cour de New York vient d'innocenter 2 des 3 condamnés. Un échec de la justice, c'est en ces termes que la juge à la Cour suprême de New York, Ellen Biben, a qualifié la condamnation de Mohamed Aziz, âgé aujourd'hui de 83 ans, et de Khalil Islam, décédé en 2009. Les Vénézuéliens sont appelés à voter en masse ce dimanche dans le cadre des élections locales, des élections qui pour la première fois depuis 15 ans se dérouleront sous le regard de l'Union européenne. L'opposition, quant à elle, se présente en ordre dispersé. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé ses citoyens à participer aux élections locales du 21 novembre. C'est ce qui ressort d'un discours prononcé jeudi lors du Forum pour la défense de la démocratie et de la réalité vénézuélienne, auquel il a participé par vidéoconférence. Il a déclaré, je cite, « Tout est prêt pour que le peuple revendique sa souveraineté et exerce son droit au vote ». Dans ce contexte, il a souligné que le Venezuela mène une bataille acharnée contre les pressions des États-Unis et de leurs alliés, soulignant qu'il défendra le pays en toutes circonstances. Il est à noter que le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, qui avait disparu du paysage politique durant quelques mois, a annoncé septembre dernier son intention de participer aux élections.
L'opposition prendra part à cette élection après avoir opté auparavant pour un boycott de celle-ci. Le front de l'opposition est pour le moins divisé, puisqu'un opposant a notamment giflé un autre opposant ce jeudi, en présence des observateurs de l'Union européenne venus sur place dans le cadre des élections. Le Venezuela est secoué depuis le 23 janvier par l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Le chef de l'opposition, Juan Guaidó, qui était aussi le chef du Parlement, s'était autoproclamé président de la République par intérim. Les États-Unis ont imposé une série sévère de sanctions contre le gouvernement de Nicolás Maduro, ce qui a fait monter la pression sur le Venezuela au cours de ces dernières années. L'avenir du pays se dessinera donc avec plus de clarté ce dimanche 21 novembre. Et on va reparler Covid-19, mais cette fois-ci au Japon, où le gouvernement annoncerait un paquet de soutien financier pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19 d'un montant record de plus de 55 000 milliards de yens, soit près de 488 milliards de dollars. Un paquet destiné entre autres aux petits commerces, aux familles dans le besoin et aux étudiants. 24 heures après les accusations philippines à l'encontre de la Chine, Manille a demandé à Pékin de faire marche arrière suite à l'incident survenu mardi passé lorsque des gardes de côte chinois ont bloqué des bateaux philippins en mer de Chine méridionale. Plus de détails avec Amine Touta. En mer de Chine méridionale, la tension ne baisse pas entre les Philippines et la Chine. Après l'indignation de Manille suite à l'incident du 16 novembre, la diplomatie philippine demande à la Chine de faire marche arrière en indiquant qu'elle n'avait pas de droit applicable dans et autour de ces zones. Theodore Locsin a déclaré qu'il avait exprimé dans les termes les plus forts à l'ambassadeur de Chine à Manille son indignation contre l'incident. Pour rappel, et selon les autorités philippines, le 16 novembre 2021, des gardes-côtes chinois ont bloqué et mis au canot à eau 2 bateaux de ravitaillement philippins en route pour transporter des vivres au personnel militaire. La zone maritime qui a fait l'objet de cet incident entre la Chine et les Philippines est quasiment revendiquée par Pékin et par laquelle transitent plusieurs bateaux et navires commerciaux. Le dernier contentieux qui avait opposé les deux parties remonte à 2016. Lorsque la Cour internationale d'arbitrage de La Haye avait estimé que la Chine n'avait pas de raison historiquement fondée pour revendiquer les eaux de la mer de Chine méridionale, une sentence arbitrale qui donnait raison aux Philippines. Économie, les prix du gaz sur les marchés internationaux flambent depuis le début de l'année. La crise énergétique est devenue un phénomène mondial. En Europe, les pays dépendants de gaz seront les plus touchés durant la saison hivernale. Une aubaine pour les pays producteurs pour se placer au centre des débats de cette crise énergétique. Les précisions de Mohamed Wali Ben Chaben. Le prix de gaz a bondi de plus de 170% depuis le début de l'année, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour les finances des pays producteurs. À leur tête, la Russie, dont leurs exportations dépassent 800 milliards de mètres cubes. Les Russes qui alimentent en premier le continent européen avec des exportations qui dépassent les 100 milliards de mètres cubes. Ils avaient un nouveau gazoduc qui a une capacité, le Nord Stream 2, qui a une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an. La crise énergétique semble pas finir en Europe, pourtant le gazoduc Nord Stream 2 est opérationnel, mais il demeure toujours hors service. Le Nord Stream, à un certain moment, il était fini, mais il ne transportait pas de gaz. Et quand il a commencé à y avoir une alerte en Europe, ils ont dit, voilà, la Russie, elle ne veut pas nous fournir plus de gaz, etc. Poutine a répondu, il a dit, oui, si vous voulez plus de gaz, je vous en donne. Simplement, donnez-nous l'autorisation d'exploiter le Nord Stream 2, qui n'est toujours pas opérationnel. Cette crise énergétique qui frappe l'Europe de plein fouet rend la concurrence au sein du marché gazier cruciale. Une situation qui pourrait profiter à l'Algérie si elle parvient à paraffer de nouveaux contrats. La capacité de l'Algérie de fournir, d'exporter les quantités qu'elle peut exporter et que l'Europe demandera. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. C'est beaucoup plus la confiance sur l'exportateur plutôt que les quantités. La manière dont les pays producteurs de gaz vont gérer cette crise énergétique dans le monde est un moment de vérité pour déterminer la réalité de ce phénomène dès la prochaine période hivernale.
Et en parlant d'énergie, les cours du pétrole ont fortement augmenté hier à la suite de la demande formulée par les États-Unis d'effectuer un retrait coordonné des réserves pétrolières des principaux consommateurs. Le Brent augmente à 81,29 $. Le West Texas Intermediate atteint les 78,66 $, une augmentation de 1,26 et 1,43% respectivement. L'alliance OPEP+ applique des restrictions de production pétrolière inédites, d'où les cris d'alerte concernant l'impact de ces restrictions sur la croissance mondiale. La dépouille de l'ancienne gloire de la boxe algérienne, Loussif Hamani, est arrivée hier. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui dans son village natal d'Atihya, au sud-est de Tizi Ouzou. Il est décédé le 10 novembre dernier à Paris, à l'âge de 71 ans. Sa carrière retiendra 27 combats et un palmarès de 7 fois champion d'Algérie, champion maghrébin, médaillé d'or aux Jeux africains et aux Jeux méditerranéens et 2 fois champion d'Afrique. On écoute ses proches présents à l'enterrement. Ils étaient au micro de Khaled Mazouz. Je ne pensais pas qu'il partit si tôt. Je l'ai vu 2 jours avant. Je l'ai laissé en bonne santé. Voilà. Je devais revenir le soir pour dormir avec lui, malheureusement. Je l'ai retrouvé à la clinique. Voilà. Et Jaya. C'est une fierté des Émoules, Rornar. C'est une fierté pour l'ensemble des Algériens. Nous sommes très émus aujourd'hui. Nous avons perdu un homme, un champion, connu pour sa modestie, son humanisme, son patriotisme. On va à présent parler football africain et la Coupe d'Afrique des Nations avec notre invité qui est en direct avec nous depuis Doha. Il s'agit de Winfried Schaffer, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, le champion d'Afrique en 2002. Bonsoir Monsieur Schaffer. Comment évaluez-vous le niveau du football africain ces 2 dernières années ? Vous savez, je suis un très grand fan du football africain. Beaucoup de joueurs évoluent en Europe, dans le haut niveau, à l'exemple de l'Égyptien Salah. Et vous avez un joueur qui joue à mon ancien club, Borussia Mönchengladbach. Vous avez de très bons joueurs ici, le buteur d'Essed au Qatar, Manchester, Mané de Liverpool, des joueurs qui jouent dans le haut niveau en Europe et dans le haut niveau en ce moment. Monsieur Schaffer, on connaît les 10 barragistes à l'image de l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria et la Tunisie. Qui sont les favoris, selon vous, pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde ? J'espère. Je ne peux pas vous dire que je veux cette équipe ou une autre. Je veux bien que cette équipe arrive, mais ce n'est pas possible. Bon courage pour ces équipes. C'est clair, le Cameroun, c'est mon équipe. Je l'ai entraîné auparavant. C'était très beau moment. Égypte, Algérie et peut-être le Maroc. Ils ont des bons joueurs en Europe. Le jour du match, on verra qui aura plus de chance. Et quels sont les souvenirs que vous avez en tête sur l'équipe nationale algérienne ? Je n'ai jamais joué contre l'Algérie. Peut-être que c'est bien, parce que l'Algérie était bien aussi forte. Ils ont une bonne mentalité et tous les joueurs, ils ont d'idole et les joueurs de l'Algérie vont directement dans des grands clubs en Europe et au Qatar. Et la mentalité est fantastique. Je me rappelle de 2 matchs dans ma tête en Coupe du Monde, de l'Allemagne face à l'Algérie.
L'Allemagne était très très mauvaise. Elle a mal joué. Après, face à l'Autriche, l'Algérie est sortie de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde 2014 en Brésil, l'Algérie a très bien joué, mais Neuer, le gardien de but, a sauvé l'équipe de l'Allemagne. L'Algérie est l'équipe numéro 1. L'Algérie est l'équipe numéro 1 en Afrique. Je ne sais pas combien ils ont gagné de Coupes d'Afrique, mais ils sont fantastiques. Merci, Monsieur Winfried Schaffer. Vous êtes l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Hier a eu lieu une formation organisée par l'association Femmes en communication destinée aux journalistes sur le thème du soutien aux femmes victimes de violences. Cette formation intervient en préparation à la célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre prochain. Cela s'est déroulé à la Maison de la Presse Tahar Djaoud. Sofiane Baroudi était sur place. L'association Femmes en communication a organisé au sein de son siège une session de formation en prévision de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, avec pour principal objectif l'amélioration du traitement médiatique des questions liées à la condition féminine. Ce n'est pas la première fois que notre association forme des journalistes et la société civile sur les questions féminines, spécialement les stéréotypes et les violences à l'égard des femmes. La formatrice a donné une présentation participative axée autour de plusieurs thèmes liés à la sensibilisation, à la prévention et à la lutte efficiente contre les violences faites aux femmes. Elle a attiré l'attention des participantes et participants sur différents volets, principalement la déconstruction des stéréotypes de genre, les progrès de la situation juridique protégeant les femmes algériennes victimes de violences, principalement le harcèlement et la discrimination. La formation elle est très importante pour nous. On a essayé de choisir une date avant le début de la campagne internationale contre les violences faites aux femmes, parce que les journalistes vont énormément en parler, mais de quelle façon? Donc il fallait vraiment prendre le moment de faire cette formation et de parler du traitement médiatique, comment il peut être nocif à cette lutte, comment il peut être nocif pour les femmes victimes de violences. Un échange fructueux a eu lieu, ayant principalement trait au traitement médiatique de la condition féminine. Si tout le monde veut être partie prenante, il faudrait que tout le monde réalise sa responsabilité. Et les médias, les journalistes, la presse écrite, tout le monde a cette possibilité. La session de formation s'est clôturée par l'engagement de célébrer la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes dans les meilleurs auspices sous le signe du progrès et de l'égalité. Culture, on va parler cinéma et plus précisément de la légende du cinéma américain Clint Eastwood. À 91 ans, il est acteur et réalisateur et continue de produire à un rythme constant. En témoigne la sortie de son dernier film, Cry Macho, portrait de Clint Eastwood, indubitablement un grand homme du cinéma. Amira Beja. Toujours aussi productif, même à l'âge de 91 ans, il ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une carrière bien remplie. Clint Eastwood a à son actif plus de 50 films, rendus mondialement célèbres avec la trilogie des westerns de Sergio Leone dans les années 60. La star poursuit sa carrière en jonglant de postes devant, mais aussi derrière la caméra, en passant d'acteur à réalisateur. Oscarisé en 1993 pour son film Impitoyable et en 2005 par $1 Million Baby, a également reçu une palme d'or au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Ces 10 dernières années, Clint Eastwood a enchaîné pas moins de 9 films tels que American Sniper et La Mule. Cette année, son
Cinéma, toujours avec la projection du film Éclairé par le feu à la Cinémathèque algérienne, à l'initiative de l'ambassade de la République d'Argentine en Algérie. Ce film de Tristan Bauer est inspiré du livre d'Edgardo Esteban et Gustavo Romero Borri, un film qui a été primé plusieurs fois, notamment au Festival de San Sebastián et à celui de La Havane. Sofiane Baroudi encore une fois. Cet événement culturel à l'initiative de l'ambassade de la République d'Argentine en Algérie a été l'occasion de montrer au public ce travail cinématographique traitant de la question du conflit autour des îles Malouines, au cœur des préoccupations en Argentine et ayant marqué la mémoire collective dans ce grand pays d'Amérique du Sud. La session a été ouverte par son Excellence Mariano Simón Padros, ambassadeur de la République d'Argentine, qui a prononcé une courte allocution pour l'occasion. Vous savez que l'Argentine, un de ses objectifs centraux de sa politique étrangère, c'est de donner des visibilités à la question des îles Malvinas, la souveraineté sur les îles, chose qu'on faisait depuis toujours. On n'a jamais arrêté depuis l'occupation illégale par les forces militaires du Royaume-Uni. Le film, qui dure un peu plus d'1h40, a suscité un vif intérêt dans l'assistance. Traitant de thématiques poignantes et ayant parfois les traits violents du conflit retracés par des scènes percutantes, ce qui a à coup sûr tenu le public en haleine, tout en étant un outil didactique pour la compréhension de la conjoncture politique inhérente à l'Argentine des années 80 et au contour du conflit avec la Grande-Bretagne autour de la souveraineté sur les îles Malouines. L'Argentine et l'Algérie, nous sommes des pays qui partagent beaucoup d'intérêts, d'objectifs communs dans les affaires de la politique multilatérale. Et surtout, on apprécie beaucoup que l'Algérie soutient avec beaucoup de force que tous les conflits qui se passent dans la région doivent être résolus par des moyens pacifiques et que surtout, il ne doit pas avoir de l'ingérence des pays, enfin des pays étrangers. En fin de séance, l'ambassadeur de la République d'Argentine a convié tous les présents à rejoindre la petite réception donnée pour l'occasion. Plusieurs représentations diplomatiques étaient présentes pour l'occasion. On citera les représentants de la Fédération de Russie, de la République bolivarienne du Venezuela, du Mexique, de la République arabe de Syrie ou encore du Mali. Un nombre de citoyens algériens a saisi l'occasion pour profiter de cette projection filmique internationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Riyad Lahri demain pour votre édition du 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur L24 News.